Le 25 septembre 1939 marque une nouvelle journée dans la « drôle de guerre » où la France continue de renforcer ses positions défensives, tandis que la situation internationale évolue rapidement avec la consolidation des gains allemands en Pologne et l'occupation soviétique de la partie orientale du pays. Alors que l'Europe s'adapte aux bouleversements géopolitiques, la France, malgré l'absence d'affrontements directs sur son sol, est confrontée à des pressions croissantes pour réviser sa stratégie militaire et diplomatique. Les débats internes, les ajustements économiques et les implications internationales continuent de façonner l'état d'esprit du pays. Contexte militaire, la stratégie de la patience mise à l'épreuve. Le 25 septembre, la stratégie militaire française reste fermement ancrée dans la défense de la ligne Maginot. Les troupes françaises, stationnées dans cette ligne fortifiée, sont bien approvisionnées et maintiennent un niveau élevé de préparation. Le général Maurice Gamelin, chef des forces françaises, continue de croire que la meilleure approche est d'attendre que l'Allemagne se retourne vers l'ouest après sa victoire en Pologne, plutôt que de prendre l'initiative d'une offensive qui pourrait entraîner des pertes massives. Cependant, la rapide défaite de la Pologne et la réussite de la Blitzkrieg allemande font monter la pression au sein de l'état-major et de la classe politique française. Le spectre de cette guerre éclair, qui pourrait être utilisée contre la France, pousse certains généraux à plaider pour une révision de la stratégie défensive. Des voix appellent à des opérations plus offensives, telles que des raids ou des reconnaissances en profondeur dans les lignes allemandes, afin de tester les capacités de l'ennemi et de maintenir le moral des troupes. L'inaction prolongée commence également à affecter le moral des soldats. Bien que les forces soient bien protégées dans leurs fortifications, la perspective d'une guerre d'attente, sans action significative, inquiète certains officiers qui craignent que la France ne perde l'initiative. Des exercices militaires réguliers sont organisés pour maintenir la discipline et la préparation, mais l'incertitude sur l'avenir du conflit continue de peser sur l'esprit des hommes en service. La chute de la Pologne, une leçon pour la France. Le 25 septembre, la Pologne est pratiquement totalement sous occupation allemande et soviétique. Les dernières poches de résistance polonaise, notamment à Varsovie, sont sur le point de céder. Cette capitulation imminente de la Pologne, qui a été envahie et partagée en moins d'un mois, envoie un signal d'alerte fort aux Alliés. Les journaux français couvrent largement ces événements. Le Figaro publie un article intitulé « La Pologne aux mains des dictatures », rappelant l'échec des Alliés à intervenir efficacement pour soutenir ce pays. L'éditorial insiste sur l'importance pour la France de ne pas répéter cette erreur et de préparer une réponse coordonnée avec le Royaume-Uni afin de contenir une future offensive allemande à l'ouest. Le journal met en avant la nécessité d'un réajustement stratégique pour éviter que la France ne soit elle aussi prise dans l'étau d'une guerre éclair. Le Matin se concentre sur les conséquences géopolitiques de la défaite polonaise, soulignant la rapidité avec laquelle l'Allemagne et l'Union soviétique ont consolidé leur contrôle sur le pays. L'article avertit que d'autres nations d'Europe de l'Est pourraient bientôt subir le même sort si les Alliés n'agissent pas pour contrer l'expansion des dictatures. L'Humanité, fidèle à sa ligne pro-soviétique, continue de justifier l'intervention de Staline en Pologne, la présentant comme une libération des territoires orientaux contre la menace fasciste. Cependant, cette position devient de plus en plus controversée, même au sein des cercles communistes français, alors que des témoignages de répression soviétique dans les territoires occupés commencent à circuler. Vie quotidienne en France, la gestion des ressources et l'effort de guerre. Le 25 septembre est aussi une journée de mobilisation civile accrue en France. Bien que la guerre ne soit pas encore ressentie de manière tangible sur le sol français, les effets indirects commencent à se faire sentir dans la vie quotidienne des citoyens. Les autorités locales et nationales mettent en œuvre des mesures pour gérer les ressources de manière plus stricte, en prévision d'une guerre longue. Les premières mesures de rationnement deviennent plus visibles dans certaines régions, en particulier pour des produits essentiels tels que le carburant, le sucre et le café. Les prix de ces denrées continuent d'augmenter, et des files d'attente apparaissent dans les marchés. Dans les zones rurales, la situation est également difficile, le manque de main-d'œuvre, en raison de la mobilisation des hommes, perturbe la production agricole, et des efforts sont faits pour organiser la répartition des travailleurs restants, notamment des femmes et des ouvriers non qualifiés. La Croix publie des articles sur la nécessité de faire preuve de solidarité et de patience en ces temps de guerre. Le journal catholique rappelle à ses lecteurs que la guerre ne sera pas de courte durée et qu'il est essentiel de se préparer à des sacrifices prolongés. Les émissions de radio continuent de jouer un rôle central dans la communication des consignes gouvernementales et dans le maintien du moral de la population. Des messages de soutien aux familles des soldats mobilisés, ainsi que des conseils sur la gestion des pénuries, sont diffusés régulièrement. Répercussions internationales, l'alliance germano-soviétique et les tensions diplomatiques.
Le 25 septembre, la scène diplomatique internationale continue de se réorganiser face à l'alliance entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique, qui bouleverse les équilibres géopolitiques en Europe. La division de la Pologne entre ces deux puissances totalitaires a provoqué un choc chez les Alliés, qui doivent désormais faire face à une menace double à l'Est et à l'Ouest. À Paris, les diplomates français travaillent activement avec leurs homologues britanniques pour renforcer les alliances existantes et explorer de nouvelles options diplomatiques pour contenir l'expansion allemande. Les relations avec les États-Unis restent également un enjeu crucial pour la France. Bien que les États-Unis soient encore officiellement neutres, le président Franklin D. Roosevelt exprime un soutien moral de plus en plus explicite aux Alliés, et le programme Cash and Carry devient un élément clé de la stratégie française pour se réarmer. En Italie, Mussolini continue de jouer un rôle ambigu. Bien que l'Italie soit officiellement neutre, les liens avec l'Allemagne se renforcent, et les mouvements diplomatiques de Rome inquiètent de plus en plus les responsables français. Les diplomates français tentent de maintenir des relations ouvertes avec l'Italie tout en se préparant à la possibilité que le régime fasciste rejoigne un jour l'Axe, ce qui compliquerait considérablement la situation militaire française, notamment en Méditerranée. Les discussions avec la Belgique et les Pays-Bas, deux pays neutres, se poursuivent également. Les autorités françaises et britanniques essaient de convaincre ces deux nations de se préparer à une invasion allemande potentielle, mais ni la Belgique ni les Pays-Bas ne souhaitent encore s'engager officiellement aux côtés des Alliés. Cette situation d'incertitude pèse sur la planification militaire française, qui doit anticiper la possibilité d'une invasion allemande à travers ses territoires. Débat politique en France, pression interne et ajustements nécessaires. Le 25 septembre, les débats politiques au sein du gouvernement Daladier s'intensifient. L'inaction prolongée sur le front occidental, combinée à la capitulation imminente de la Pologne, alimente les critiques de certains membres du gouvernement et du Parlement. Le général Gamelin, qui prône la défense de la ligne Maginot comme la meilleure stratégie, est de plus en plus contesté par ceux qui estiment que la France doit adopter une posture plus offensive pour ne pas subir la même défaite que la Pologne. Certains députés appellent à une mobilisation plus agressive des ressources et à un effort accru pour renforcer la production d'armement. Ils craignent que la France ne soit pas prête à affronter une offensive allemande de grande envergure si elle continue de s'en tenir à une stratégie purement défensive. D'autres voix, plus prudentes, préconisent d'attendre que l'Allemagne fasse le premier mouvement, estimant que toute offensive prématurée pourrait exposer la France à des pertes importantes. Édouard Daladier, en tant que Premier ministre, tente de concilier ces deux visions. Il reconnaît la nécessité d'accélérer les préparatifs militaires et de renforcer la production industrielle, mais il reste réticent à adopter une stratégie trop offensive qui pourrait entraîner des conséquences imprévisibles. Daladier doit également gérer les tensions internes au sein de son gouvernement, tout en rassurant l'opinion publique sur la capacité de la France à résister à l'Allemagne. Conclusion. Le 25 septembre 1939 est une journée marquée par des réflexions stratégiques, des ajustements dans la gestion des ressources et des tensions diplomatiques croissantes. Alors que la France se prépare à une guerre longue et incertaine, les débats internes sur la stratégie militaire se multiplient, et la pression pour agir devient de plus en plus forte. La chute imminente de la Pologne et la montée en puissance de l'alliance germano-soviétique créent un sentiment d'urgence, tant au sein du gouvernement français que sur la scène internationale. Les semaines à venir seront cruciales pour déterminer la capacité de la France à s'adapter à cette nouvelle réalité géopolitique et à faire face aux défis d'une guerre mondiale qui ne fait que commencer.